Bonjour, on est le 27 août 2019. Je vais voir ce qu'on appelle les correspondances renversées. Renversées. Donc, c'est-à-dire qu'avant de parler de correspondance renversée, il faut qu'il existe une correspondance. Parce que on renverse quelque chose par rapport à quelque chose qui est déjà existant. Alors, on renverse quelque chose quand il y a déjà de l'existant. On peut renverser quelque chose qui est existant, s'il n'existe pas pour autant qu'il soit renversable, bien sûr. Mais une correspondance, justement, si elle existe, elle peut être renversée. Alors, je vais définir ici une correspondance et par rapport à ça, je vais la renverser et on va voir la petite propriété qui va en découler du renversement d'une correspondance. Alors, je vous rappelle que on a un ensemble de départ que j'appelle E et il y a une liaison, une correspondance, hein, une relation qui existe entre les éléments de E, qui est un ensemble de départ, et un ensemble d'arrivée F, pour lesquels les éléments à l'intérieur sont appelés les Y. Donc ici, par exemple, j'aurai x1, x2, x3, x4, par exemple. Et là, j'ai y1, y2. Je vous rappelle que c'est pas forcément du numérique. Hein. Voilà. Je peux avoir des dessins. Si je peux mettre le y1 peut correspondre à une petite voiture comme ceci. Voilà. Ça peut être des dessins. Le y2, ça peut être voilà, un cheval. Ou un animal, voilà, peu importe le type d'animal. Ça peut être un animal. Le y1 peut être une voiture. Le Y2 peut être un animal. Le X1 peut être des symboles. X1 peut être une croix. Le X2 peut être, je sais pas moi, un psy. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, n'allez pas entrevoir ici le E, c'est général, hein, une correspondance, c'est des éléments généraux. Le F, c'est général. Par contre, moi, si je prends des éléments, bien sûr, et je vais établir, je vais prendre des lettres. Pour les Y, l'ensemble, les éléments de F que j'appelle les Y, je vais mettre des lettres, je vais appeler ça A, B, C, D, E, voilà. Et pour éviter de chaque fois mettre des valeurs, je vais mettre, je sais pas, qu'est-ce que je peux mettre? Des lettres grecques. Je peux mettre des lettres grecques, qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, je vais mettre des lettres grecques. Alpha, bêta, gamma et delta. Et là, ABCD. Bon, et maintenant, bon, ça c'est mon ensemble F. Il est symbolisé par des lettres grecques, alpha, bêta, gamma. Alors qu'ici, j'ai ABC, ABC, qui sont des lettres latines. Voilà, des lettres latines de l'alphabet, qui proviendraient de l'alphabet latin. Donc j'ai alpha, bêta, gamma, delta. Maintenant, je vais établir ma relation, liant l'ensemble E à l'ensemble F. J'aurai alpha avec A, alpha avec B, et gamma par exemple avec D, et delta avec D. Avec B. Je vais mettre delta avec B. Bon, je fais ce que je veux. Hein. On peut faire ce qu'on veut. Bon, je vous rappelle qu'on n'est pas dans une fonction. Hein. C'est une correspondance. Une correspondance, c'est un cas général. Une fonction, c'est un cas particulier de correspondance. Une fonction ne peut pas avoir, bien sûr, de départ comme ceci. Hein. Ah ouais. On peut pas avoir chaque fois, on peut pas avoir de départ comme ceci. Pour un x, je dois avoir un seul y. Pour un x, je peux avoir un seul y. Pour un x, j'ai un seul y. Ça, je peux avoir. Mais par contre, le alpha peut pas avoir deux flèches de départ pour les fonctions. Mais les fonctions, c'est une correspondance spéciale. Ici, moi, je suis dans les correspondances tout court, en général. Donc, je peux avoir de départ de flèches. Ou même 3 si je voulais, même 4, même 5, même 6, même 10, même ce que vous voulez. Voilà. Bon, on va déjà analyser ceci. Cette correspondance-là, de E vers F, eh bien, je vais la noter C qui est égal à l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, et bien sûr d'un graphe C. Attention, pas confondre ce C là et C là. Ça c'est la lettre grand C, majuscule, ça c'est C ronde. Bon, le graphe,
grand C, mais vous comprendrez que c'est toutes les liaisons qu'on a entre l'ensemble E et l'ensemble F. Donc, c'est-à-dire, bon, c'est-à-dire que je vais prendre ici alpha A. Alpha A est une relation existante qui liant alpha à A. Donc c'est le couple alpha A fait partie de la correspondance. Alpha B fait partie de la correspondance. Qu'est-ce qui fait encore partie de la correspondance? Bon, ceci je l'ai marqué parce que je ne désire pas l'entrecouper, je vais le marquer ici. Hein. Voilà, en espérant que ça s'écrit. Donc j'ai dit alpha A, point virgule alpha B. Voilà, alpha B a une relation. Gamma D. Bon, ça, c'est un diagramme sagittal. Hein. C'est deux diagrammes sagittaux liés par des flèches, et flèches voulant dire en latin sagitta. Enfin, sagitta provient de... Flèche provient de sagitta, et sagitta, c'est flèche en latin. Donc, alpha, bêta, gamma D et delta B. Voilà, et je referme. Donc, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4 flèches, 1, 2, 3, 4 couples existants. Provenant des 4 flèches, bien sûr. Là où il y a des flèches. Alors, le domaine de la correspondance, c'est là où il y a tous des départs de flèches. C'est-à-dire, j'ai un départ de flèche pour alpha, gamma et delta. Donc, alpha, gamma et delta. Voilà le domaine de la correspondance. Alors maintenant, si je veux faire en particulier, quelle est l'image de alpha? L'image de alpha, c'est A et B. Donc, l'image que je vais indiquer par correspondance de alpha, vous comprendrez que c'est A et B. Si je mets la correspondance de gamma, mais c'est D. La correspondance de delta, c'est C. Et on voit bien ici la correspondance d'alpha, c'est A. Je peux aller tirer de la correspondance, du graphe ici C. Je peux retirer, sachant que C de alpha vaudra A et B. C de gamma vaudra D, C de delta vaudra B. Maintenant, vous pouvez aller rechercher la correspondance, la préimage. Ça, c'est l'image. Hein. L'image de alpha, c'est A et B. L'image de gamma, c'est D. L'image de delta, c'est B. Maintenant, si vous voulez, par exemple, la préimage de B, la préimage de B, c'est de B, la préimage de B, c'est alpha. La préimage de B, c'est alpha. Bon, quand il y a un singleton comme ceci, je vous ai dit qu'on peut retirer les accolades. Hein, et mettre ceci. Voilà, c'est 2B égale alpha. Voilà, donc ici on a un petit peu la correspondance. C'est quoi? C'est un ensemble de départ contenant des éléments de cet ensemble que j'appelle les XI composé de alpha, bêta, gamma, delta, et d'un ensemble d'arrivées que j'appelle F, grand F, et pour lesquels les éléments constituant l'ensemble F sont appelés les Y, hein, et il y en a Y1, Y2, Y3, Y4, ou Y1 A, petit a, la lettre minuscule A, Y2 petit b, Y3 petit d, et Y4 petit c. Voilà. Et là, j'ai ce qu'on appelle une correspondance. Là, j'ai une correspondance. Bon, et je vous ai dit qu'il y avait moyen d'entrevoir la chose au travers d'un tableau. Donc ici, j'ai alpha, bêta, gamma.
Un tableau qui va prendre bien sûr alpha, bêta, gamma, delta. Alpha, bêta, gamma, delta. Alpha, bêta, gamma, delta. Bien sûr, ça, ce sont les éléments de E. Et là, je vais mettre les éléments de F. Bon, j'aurais pu faire le contraire. Hein. J'aurais pu faire le contraire. Bon, enfin bref. E. Et là, je vais mettre quoi? Les éléments de F, A, B, D, C. Les éléments de F. A, B, D, C. Alors, la première chose qu'on peut constater, c'est que là, on a 4 éléments. Donc, quel est le meilleur dessin qui peut représenter données? C'est le tableau. Le tableau en ligne, colonne, composé de lignes et de colonnes. Donc ici, j'aurai un tableau qui va reprendre toutes mes données. Voilà. Donc j'ai un tableau en colonne et constitué de lignes. Voilà. Mais ce tableau n'est pas carré, c'est un tableau rectangulaire. Parce que vous pouvez constater, j'ai 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, oui. J'ai 4 et 4 éléments. 1, 2, 3, 4, oui. J'ai pris 4 et 4, je m'excuse. Bon. Si j'avais pris 5 et 4 ou 4 et 5, vous avez un tableau rectangulaire hein, d'office. Mais ici, bon, j'ai le même nombre d'éléments, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, je vais faire établir la relation alpha A, alpha B. Alpha A, il est là. Alpha B, il est là. Gamma D, il est là. Et enfin, delta B. Delta B. Voilà, j'ai une belle petite relation comme ceci. Là, on va directement dans le tableau, je veux dire, la correspondance. Ça, c'est la correspondance C de E vers F. Ou de E dans F. Ça se dit, de E dans F ou de E vers F. Alors, on sait bien que le graphe appartient à la partie de E fois F. Bon, je vous rappelle que E fois F, c'est tous les couples possibles. Hein. Alpha A, bêta A, gamma A, delta A, alpha B, bêta B, gamma B, delta B, alpha D, bêta D, gamma D, delta D, alpha C, bêta C, gamma C, delta C. Voilà, ça c'est tous les... voilà, c'est tous les possibilités. Mais ici, vous n'avez pas toutes les possibilités parce que je n'ai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je n'ai pas 16 croix. Je n'ai que 1, 2, 3, 4 croix. Donc, totalement 4 flèches. Effectivement, j'ai 4 croix, ça veut dire que j'ai 4 éléments appartenant au domaine. 1, 2... non, ça veut dire que j'ai différents couples reliant E à F. J'ai différents couples reliant A à F. C'est ça que ça veut dire. Alpha A, alpha B. J'en ai deux pour alpha. Parce que alpha possède deux images. Donc j'aurai deux couples. Alpha A et alpha B. Pour D, il n'y a qu'une seule image. Enfin, pour gamma, il n'y a qu'une seule image qui est D. Pour delta, il n'y a qu'une seule image qui est B. Donc pour celui-ci, j'aurai un couple et un couple. Donc fatalement, j'ai 4 couples, donc 4 flèches. 4 flèches et donc 4 croix. 4 couples, 4 flèches et donc 4 croix. 4 croix dans un tableau, 4 flèches dans un diagramme sagittal. Vous avez tout compris. Bon, maintenant, le graphe C, bon, il n'y a que 4 croix parmi 4 fois 4, ça fait 16 croix possibles. Hein, on peut mettre 16 croix possibles si tout était complet. Mais je n'ai que 4 croix parmi 16. Donc, le graphe est une partie, si vous voulez, de toutes les possibilités E fois F, de tous les couples possibles, où j'en ai 16. Donc, C est une partie de E fois F. Alors, ici, la correspondance, enfin, le graphe, c'est les x, y, tous les x, y qui appartiennent ici, on a tous les x, y, si vous voulez, qui appartiennent au graphe.
Les X sont ici, bien sûr. Les éléments X. Et là, ce sont les Y. A, B, C, D, ce sont les Y. Alpha, bêta, gamma, ce sont les X. Bon, ben, grâce à ça, je vais faire comme je vous ai dit. Là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement créé une correspondance. J'ai fait une correspondance. Maintenant, je vais faire une correspondance renversée, que je peux appeler, je n'ai plus EFC, mais une permutation. La correspondance renversée ne sera plus EFC, mais on va tout d'abord appeler ça non plus séronde, mais je vais l'appeler séronde R, R de renversé. Alors, si je renverse, bien sûr, le E n'est plus E, mais c'est F. Donc, j'aurai F vers E, avec la correspondance renversée. Voilà, c'est FEC. On permute le E et F. Voilà. Et alors, tout va changer. Hein. Tout va changer. Parce que si je permute E et F, donc j'ai A, ABDC, je vais avoir A, comme on va maintenant non plus de E vers F, mais de F vers E, j'ai A qui va donner alpha, B qui va donner alpha, D qui va donner gamma, et B qui va donner delta. Donc les flèches se sont renversées, si vous voulez. C'est un renversement des flèches. Voilà. Donc le domaine de CR, ce sera, si vous voulez, non plus, ce sera les images. Parce que ici, les images n'est pas faites, hein, j'aurais pu le faire. Les images de C, les images de la correspondance C, c'était, on avait les images en, c'était pris pour ABD. 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 Voilà. Voilà. Donc, ABD était les images de la correspondance C. Mais pour la correspondance renversée, les domaines deviennent les images. Et les images deviennent le domaine. Donc le domaine de la correspondance renversée, ce sera, vous l'aurez compris, ABD. Puisque les images de la correspondance C étaient ABD, mais le domaine de la correspondance, si j'inverse les flèches, ben ABD devient le domaine. Donc on aura ABD qui était pour C les images. Ici, pour le domaine de C, eh ben, le domaine de C, c'était alpha, gamma, delta. Et comme je renverse, mais deviennent les images. Alpha, gamma, delta deviennent les images de la correspondance renversée. Alpha, gamma, delta. Voilà. Alors, C de alpha, pour une correspondance, si je prends alpha qui est le X, ben, pour la correspondance renversée, ce sera le Y. Mais je vais faire de toute façon directement dans le tableau. Donc, la correspondance renversée, ce sera tout le contraire. C de R, le graphe de C de R, c'est A alpha, B alpha, D gamma et B delta. Voilà la correspondance renversée, le graphe de la correspondance renversée. Voilà, il suffit de permuter si vous voulez. Tout est permuté. Hein. Dès le moment où vous permutez les flèches, et donc l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble de départ, enfin, oui, l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble de départ, et l'ensemble de départ devient l'ensemble d'arrivée, puisqu'on a renversé les flèches. Tout est renversé. Donc, fatalement, on n'a plus une correspondance de E vers F, mais de F vers E. Le graphe n'étant plus C, mais une correspondance renversée, ou la correspondance renversée par rapport à la correspondance tout court, mais c'est une permutation voilà, du couple. Hein. A alpha A devient A alpha. Il n'y a pas égalité entre... Il y a une différence. Hein. Alpha A n'est pas égal à A alpha. Parce que c'est un couple. On n'a pas affaire à des éléments d'un ensemble. Mais d'un couple. Le couple a son importance dans l'ordre. C'est d'abord alpha ici et A. Par contre ici on a d'abord A et puis alpha. Ce n'est pas la même chose. C'est juste un renversement.
Alors maintenant, si vous voulez, la correspondance de alpha, c'était A. Mais maintenant, on parlera de correspondance, par exemple, de A, G alpha. Correspondance de B, G alpha. Correspondance de D, G gamma. Correspondance de D, G gamma. Et correspondance de B, G delta. Par contre, enfin, je m'excuse, oui, ça c'est pour la correspondance. Non, pour la correspondance, je répète, parce que c'est vrai que je me suis trompé ici, ça c'est la correspondance, c'est le graphe de la correspondance, et ça c'est le graphe renversé de la correspondance. Et j'étais en train d'expliciter le graphe renversé de la correspondance. Je vais refaire de toute façon, je veux dire, l'opération. Si je prends l'opération fléchée de la correspondance tout court, ben pour A, j'ai alpha, pour A, j'ai B. Pour gamma, j'ai D. L'image de alpha, c'est A. Pour la correspondance du graphe C, pour l'image de alpha, c'est A, l'image de alpha, c'est B, l'image de gamma, c'est D, l'image de delta, c'est B. L'image de alpha, c'est A, l'image de alpha, c'est B, l'image de gamma, c'est D, l'image de gamma, c'est D, c'est B. Bon, maintenant, la préimage de A, pour la correspondance du graphe C, la préimage de A, c'est alpha, la préimage de B, c'est alpha, la préimage de D, c'est gamma, la préimage de B, c'est delta. Maintenant, si je prends la correspondance renversée, là, ici, en rouge, l'image de A, c'est alpha, l'image de B, c'est alpha, l'image de D, c'est gamma, l'image de B, c'est gamma, delta. Maintenant, la préimage de alpha, c'est A, la préimage de alpha, c'est B. La préimage, ça veut dire qu'ici, alpha a deux préimages. La préimage de gamma, c'est D, et la préimage de delta, c'est B. Voilà. Donc, vous voyez que c'est juste une permutation. Donc, ce qui veut dire ici, la correspondance renversée, CR, appartiendra à la partie non plus E fois F, mais à la partie F fois E. C'est une partie de F fois E. Je rappelle que F fois E, c'est tous les coupes possibles et imaginables. On en a 6 ici. Voilà, et la correspondance renversée sera une partie où tout, si tout, on a des flèches partout, hein, si j'ai des flèches partout, ben c'est tout F fois E. Bon, ici c'est une partie, parce que bon, j'ai qu'une partie. Alors, on a, voilà, un élément est inclus, ou inclus ou égal à un ensemble. Hein. Un élément X est inclus ou égal, ça veut dire qu'il est en partie ou complète, tout complètement. Si tous les images sont réunies, enfin si tous les X sont réunis avec des images et que tout le tableau est complet, on a des coupes partout, on a des croix partout, mais ça veut dire qu'on a pris tout F fois E. E fois F. Hein, E fois F. Dans le cas de la correspondance C, j'aurais pris, si j'ai des croix partout, j'ai pris tout l'ensemble E en éléments et tout l'ensemble F, il y a des relations partout entre E et F. Donc j'ai des croix partout. Et là, j'ai pris tout E fois F. Mais maintenant, si je n'ai que quelques croix parmi toutes les croix possibles, mais j'ai une partie. Donc les éléments seront inclus dans un ensemble. Voilà, on n'aura pas tout l'ensemble complet. Tout pour avoir tout l'ensemble complet, c'est ça. Un ensemble A est inclus à un autre ensemble X, ou il peut être inclus ou égal, il peut être égal. Ça veut dire que A égale X. Et ça, bon, c'est un cas rare parce qu'il faudrait que toutes les flèches soient complètes. Donc c'est pour ça que je dis ici en partie. En partie, ça veut dire c'est une partie, j'ai pas tout. Si j'avais eu tout, si j'avais eu toutes les flèches partout, j'aurais écrit CR appartient, si j'ai des flèches partout, appartient à F fois E. Voilà. F fois E. Mais j'ai pas des flèches partout, j'ai qu'une partie. Donc c'est une partie de F fois E, parce que je n'ai que 4 croix parmi 12. Voilà, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Donc CR appartient, autant le graphe appartient à la partie E fois F, avec XY appartenant au graphe, autant ici on a la correspondance inversée qui appartient à la partie F fois E, avec YX qui appartient à la correspondance renversée. Voilà, maintenant vous voyez un petit peu comment ça tourne. Et je vous rappelle que si on a une correspondance, je crois que je l'ai écrit derrière, oui, c'est ça. Si j'ai une correspondance CEFC, j'ai une correspondance renversée FECR.
Donc c'est la correspondance renversée de C. Alors on va regarder ce que ça donne dans un diagramme, ou un tableau comme ceci. Alors, je vais prendre ceci, je vais enlever. Ici j'ai A, alpha A. Si je renverse, je vais remettre A, B. Oui, ici j'ai pas mis dans l'ordre. Parce que ça va avoir l'ordre. Parce que c'est vrai que c'est du. Ici j'ai été mettre. Bon, j'ai pas mis un cheval, j'ai pas mis de dessin. J'ai pas mis un cheval, j'ai pas mis une voiture. J'aurais pu mettre une voiture à la place de gamma, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un cheval ici à la place, ou une tortue ou n'importe quoi. Voilà des dessins. Bon, je vous rappelle que si je prends des dessins, c'est du caractère, on va dire, du dessin. C'est un caractère de dessin. C'est une variable à caractère dessin. On va dire, je dirais même plus que ce dessin porte un nom. Et si je mets un nom, par exemple, je mets tortue, et là, voiture, ben c'est de l'ordre d'une variable nominale. Hein. Nominale. Voilà. On peut avoir des variables nominales, bien sûr quantitatives. Hein. Quantitative, nominale. Ça veut dire que c'est voiture, une ville, je sais pas moi, San Francisco ou Madère. Voilà. C'est de l'ordre du quantitatif nominal. Puisqu'il existe aussi le quantitatif ordinal. Ordinal, c'est quand, je veux dire, ABCD fait partie de l'ordinal. Parce que quelque part, un alphabet, on peut l'ordonner. L'alphabet, on peut l'ordonner. Voilà. Donc, si je mets alpha, bêta, gamma, c'est de l'ordre de l'ordinal. Parce que je peux, autant voiture, tortue, je vais pas comment on appelle ça, les mettre par ordre. Autant ABCD, je les mettrai par ordre. Parce que c'est quand même une variable quantitative ordinale. Hein. Bien quelque part, la lettre A, c'est la première lettre de l'alphabet. La lettre B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. La lettre C, c'est la quatrième. Voilà. Donc ici, je vais quand même mettre un ordre. Autant je vais mettre un ordre alpha, bêta, gamma, delta, parce que c'est aussi un ordre. Les lettres de l'alphabet, grec ou latine, peu importe, sont dans l'ordre. Donc il y a un ordre. Donc c'est une variable quantitative ordinale. Bon, j'aurais pu mettre des nombres. Hein. Et là, vous ne jouez plus avec le quantitatif. Si vous jouez avec des nombres, vous jouez avec non plus du quantitatif, mais du cas. Je m'excuse, je me suis complètement trompé. Ce que je disais tout à l'heure, c'est du qualitatif. Voilà, je m'excuse. C'est du qualitatif. Voilà, qualitatif peut-être ordinal. Voilà, ordinal ou nominal. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du qualitatif. C'est voilà, quelque chose qui a attrait à la qualité. Qualité. Bon, une tortue, une voiture, c'est de l'ordre qualitatif nominal. Alors que les lettres de l'alphabet, on sait mettre un ordre dessus. Donc c'est du qualitatif, bien que ça reste des lettres, c'est pas des chiffres, c'est pas des nombres. Voilà, donc ça reste de l'ordre du qualitatif ordinal. A, B, C, D, c'est l'ordinal. Alpha, bêta, gamma, c'est l'ordinal. Ça veut dire alpha, bêta, gamma, delta. Alpha, bêta, gamma et delta. Je vais les ordonner ici. Et ici, les pas ordonnés, je vais l'ordonner tout de suite. Voilà. Par contre, j'aurais pu mettre des nombres. Hein. Et dans les nombres, on peut avoir du quantitatif. Quantitatif. Et là, on joue avec deux types de valeurs, soit discrète ou continue. Voilà, je peux jouer avec du discret ou du continu. Bon, discret, ça veut dire que c'est une valeur fixe. Hein. C'est par exemple 25, c'est une valeur discrète, quantitative discrète. 36, c'est une valeur discrète. Par contre, le continu, là, c'est une plage. C'est une plage de valeurs. Donc, on va mettre, par exemple, ça va aller par exemple de 20 à 30. Voilà, c'est-à-dire que là-dedans est compris 21, 22, 23, 24, 25 jusqu'à 30. Si ce sont des valeurs entières. Ce sont des valeurs entières. Parce que si j'ai des décimales, j'ai 20,1, 20,2, 20,3, 20,4. Si c'est au dixième et si c'est au centième, vous comprendrez que plus je vais être petit, et plus ça veut dire que je peux avoir là-dedans voilà, une infinité de nombres. Hein. Si c'est réel, c'est des valeurs réelles dans l'intervalle là, j'ai une infinité de nombres. C'est la spécificité des nombres réels. Entre deux valeurs, il y a toujours un trou infini.
Mais si c'est des nombres entiers, je vais aller de 20 à 30. Ça veut dire que le 22 est compris dans cet intervalle-là. Par contre, 30 ne l'est pas parce qu'il est exclu. Et le 20 est pris. Donc, j'aurais pu mettre des variables comme ceci. Hein, des variables mises sous forme de classes. Ça, c'est ce qu'on appelle des classes. Voilà, donc, j'aurais pu mettre des classes. Bon, ici, je n'ai pas joué avec tout ça. Je n'ai pas mis des variables quantitatives discrètes ou continues. J'ai joué avec du qualitatif ordinal. Hein, aussi bien pour E que pour F. Bon, ça veut dire qu'ici, bon, je vais quand même, si j'ai de l'ordinal, je vais l'ordinal, qui dit ordinal, on peut ordonner. Donc je vais l'ordonner, c'est A, B, C et D. Voilà. Alors, le D, ça faisait gamma, le D, il redescend d'un cran. Il n'est plus ici. Maintenant, je vais faire les correspondances renversées avec une autre couleur. Alors, alpha A va devenir A alpha. Donc A, ici, on va remettre ici F, et là je vais mettre E. Tout à l'heure on avait de E vers F, maintenant on a de E vers F, de F vers E. Donc ici j'ai la relation, pour E vers F j'avais alpha A, hein, alpha A, puisque les X étaient au-dessus, j'ai mis les X au-dessus, hein, alpha A, ceci je l'ai mis sur la ligne, voilà, sur une ligne du haut, sur la ligne du haut, qui est ici alpha, bêta, gamma, c'était les X de départ. Voilà, ici j'ai mis voilà, en vertical, donc en horizontal j'ai mis les éléments de l'ensemble E, et en vertical les éléments de l'ensemble F, donc A, B, C, D. Et donc tout à l'heure j'avais le graphe alpha A était là, bêta, alpha B était là, gamma D il est bien là, et enfin delta C. Voilà, quand on avait les flèches qui partaient dans ce sens-là. Gamma D. Maintenant, je vais faire la correspondance renversée. Je renverse les flèches, et les X deviennent les Y, et les Y deviennent les X. Et je vais aller non plus de E vers F, mais si vous voulez, je vais aller de F vers E. Donc, F, n'oubliez pas que c'est ce qui est vers... Je dois revenir en... Il faut que j'inverse le tout. Donc, il faut que je remette A, B, C, D là-bas, au-dessus. Voilà. Je vais mettre A, B, C, D ici. Alors, A, B, C, D, qu'est-ce que c'est? C'est le F. Maintenant, je vais aller... Tout à l'heure, j'allais de E vers F. Maintenant, je vais aller de F vers E. F vers E. Donc, là, je vais mettre alpha, bêta, gamma et delta. Voilà. Bon, alpha A, il reste là. Alors, pourquoi il reste là? Je vais vous expliquer pourquoi. Il reste parce que alpha A et A alpha, il est toujours à la même place. Maintenant, pour ici, le bêta, ici, il n'y a pas de liaison. Donc, si j'ai pas de liaison ici, bêta n'a pas de liaison, donc bêta n'aura pas de liaison. Bon, en noir, c'est les anciens. Hein. Bon, voilà, ici, donc, il n'y aura pas de liaison. Voilà. Ici, il n'y aura pas de liaison, puisqu'il n'y en a pas comme ceci. Bêta n'est réuni à aucun, donc on n'aura aucun qui sera réuni ici. Donc, j'aurai pas de vert ici. Ici, je sais bien, voilà, du noir que du vert, parce qu'il reste à sa place. Je travaille avec le marqueur vert pour faire la correspondance renversée. Alors, le bêta ne donnait rien. Rien pour tout. Voilà. Oui. Je m'entremêle un petit peu les pinceaux ici. Ici, ce que je veux dire, bon, alpha A va donner A alpha. Il va rester là. Alors, cette croix-là, c'était alpha B. Il va donner B alpha. Et B alpha, maintenant, le B, il est là, en vert. Et alpha est là. Donc, B alpha est là. Donc, je me suis entremêlé les pinceaux. Je vous raconter une bêtise ici. Donc, il y a un élément ici. Voilà.
cet élément-là, il va là. Il est déplacé ici. Cet élément-là, là où il n'y en a pas, il n'y aura pas. Il n'y a pas besoin de faire de correspondance renversée avec ce qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, il n'y a pas de flèche. S'il n'y a pas de flèche, on ne sait pas faire une flèche retour s'il n'y a pas de flèche. Donc là où il n'y a rien, on ne saurait pas faire une flèche retour. Je suis en train de mettre des flèches retour pour ce qui a quelque chose. Or, lui, il reste à sa place. Lui, il est déplacé ici. Et lui, c'est la relation delta B. Donc delta B, ce qui correspond à B delta ici. Voilà, on va le retrouver ici. Donc celui-ci va aller là. Et celui-là, il va aller là. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est gamma D, ça c'était gamma D dans le graphe C, gamma D, il va donner D gamma. Donc il va se retrouver gamma D va donner D gamma. Je pensais qu'il allait être ici. Non, ça c'est C, je m'excuse. Ça c'est gamma. Bon, c'est vrai que j'avais interchangé. Bon, le gamma. Le gamma c'est bien D et delta B. Donc alpha A va donner A alpha. Il reste à sa place. Alpha A va donner A alpha, il reste à sa place. Alpha B va donner B alpha. Alpha B va donner B alpha. Donc lui, il va se retrouver ici. Il était là, il se retrouve là. Maintenant, le D gamma, il va donner gamma D. Donc le D gamma, D gamma, D gamma D va donner D gamma. Voilà, on est bien ici, c'est juste. Ouais, c'est moi qui faisais une erreur tout à l'heure. Donc il va se retrouver ici. Donc celui-là, il va se retrouver là. Et celui-là, qui est le delta, delta B, va donner B delta. Pour le CR. Ça c'est pour le graphe C, ça c'est pour le graphe C renversé. Donc pour le graphe C, delta B, il est là. Delta B, il est là. Et pour le renverser, ben, ça va être B delta. B delta, il est là. Voilà, ici. Et on a tout. On a tout. Voilà, donc, ça veut dire que lui, il reste à sa place. Ici, je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Lui, il va aller là. On a 4 flèches. Hein. 1, 2, 3, 4. Et je dois en avoir 1, 2, 3. Et celui-ci correspond à celui-là. Celui-là correspond à celui-là. Et là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Parce qu'il y en a une qui est cachée ici. Hein. Il y en a aussi bien une verte que une noire. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Pourquoi lui il va se remettre là? Parce qu'on remarque qu'on a une symétrie parfaite par rapport à la diagonale. C'est normal parce que les x qui est y, xy appartiennent au graphe C, mais les yx appartient à la correspondance renversée, CR. Ça veut dire que c'est comme si j'avais un tableau, une matrice, et que je vais faire ce qu'on appelle ça. Les AIJ de la matrice vont devenir des AJI. Voilà. Et donc fatalement, là on a comment on appelle ça, une symétrie par rapport à la diagonale. C'est ce qu'on appelle une matrice. Si c'est le cas d'une matrice, on appelle ça une matrice. Je ne me rappelle plus du nom.
problème, il faudrait que je recherche le mot. Bref, ça je peux vous le mettre en remarque, hein, parce que j'ai oublié le nom. C'est une matrice qui est... quand les AJI deviennent les AJI, on dit que c'est une matrice qui est une matrice... ça me revient plus, je m'excuse. Je vous le mettrai en comment on appelle ça, en commentaire. C'est pas un souci ça. Ça va arriver en commentaire parce que je n'ai pas le mot en tête ici. Donc le temps que je le trouve, bon, je passerai peut-être une heure à le trouver. Voilà. Donc autant stopper les frères, moi qui me reviendrai tout de suite. Mais sachez que ceux qui sont sur la diagonale vont rester dans la diagonale. Et c'est le cas de A, alpha A et A alpha. A alpha, alpha A et A alpha vont rester sur la diagonale. Bêta, B et B bêta, s'il y avait un élément, il serait resté dans la diagonale. Gamma, C ou C gamma serait resté dans la diagonale. Tout ce qui est dans la diagonale, bah, si un élément, une croix dans la diagonale, mais pour la correspondance renversée, elle va se retrouver aussi sur la diagonale. Maintenant, si vous avez un élément en AJI, hein, qu'est-ce que c'est qu'AJI, AIJ, AJI ça, eh bien, les lignes deviennent les colonnes. Hein. C'est ce que j'ai fait. Si j'avais alpha, bêta, gamma qui était en colonne, mais alpha, bêta, gamma va devenir en ligne. Voilà, je crois que je vais de retomber sur le terme, c'est j'ai fait une transposition. J'ai fait une transposition. Donc, j'ai transposé la colonne en ligne. Les colonnes, je les ai mises en ligne. Alpha, voilà, alpha, bêta, gamma, delta, c'était des intitulés de colonnes. Et ils deviennent les intitulés de lignes. Par contre, les intitulés de lignes qui étaient ABCD dans la correspondance du graphe C, voilà, sont transposés pour devenir des intitulés de colonnes. Donc on a transposé les lignes et les colonnes. Et voilà, donc en faisant une transposition de lignes et de colonnes, mais c'est comme si on avait une matrice. Voilà, peu importe de matrice, je peux mettre tout ce que je veux dedans. Hein. Généralement en mathématiques, en algèbre linéaire, on joue avec des nombres. Hein, pour rechercher le déterminant de matrice, on met des nombres dedans. Mais si, bon, ce sont des matrices qui sont, je veux dire, générales. C'est pas des nombres qu'on peut mettre dedans, forcément des nombres, c'est tout et n'importe quoi. Je vous ai dit qu'on peut mettre une petite voiture, des petits dessins, ce que je veux dans ma matrice. Je vous rappelle qu'une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau. Hein. C'est un tableau. Donc, si en algèbre linéaire, on privilégie un cas particulier de tableau, qui est le tableau avec des valeurs, ben, je veux dire, tout autre tableau, en dehors de la géométrie, en dehors de l'algèbre linéaire, peut être utilisé, je veux dire, avec toutes sortes d'informations. Et d'ailleurs, l'informatique, c'est ce qu'elle fait. L'informatique, qu'est-ce qu'elle fait? L'informatique, elle va utiliser des tableaux, elle ne fait que ça en fait, utiliser des tableaux. Hein, parce que comment l'informatique, qu'est-ce qu'elle va faire? Deux choses, elle peut faire que deux choses. Traiter des données ou les stocker. C'est comme le cerveau. Bon, le cerveau, il fait la même chose. D'ailleurs, on a copié du cerveau. Hein. L'informatique a été un petit peu copiée du cerveau. Comment faire en sorte d'apparaître, je veux dire, une unité de logique, électronique. Et une unité de stockage, de traitement. Et une unité de traitement, de stockage, le cerveau sait stocker, l'informatique sait stocker. Donc on a copié de l'être humain, on sait que l'être humain sait stocker des informations, mais via un procédé, enfin via voilà, du matériel hardware, c'est-à-dire matériel électronique, grâce à des composants électroniques tels que les mémoires, etc., eh bien on va stocker des informations. Voilà. Et donc on calque sur l'être humain, voilà, la manière on va dire, de stocker des informations. L'être humain est capable de stocker, mais pourquoi pas la machine? Pourquoi pas une machine? Et via des mémoires, on va faire en sorte des disques durs, tout ce qu'on va, on va créer des composants de mémorisation, tels que, je veux dire, des mémoires, des mémoires, hein, mais aussi des mémoires temporaires comme des mémoires, je veux dire, à long terme. Hein. Tels que disques durs, des zips, comment ça s'appelle, des clés USB, bref, tout ce qui est support de stockage, ben on pourra stocker ce qu'on veut, Et l'informatique l'a compris.
quand on stockera pas que des nombres. L'informatique ne va pas faire en sorte, comme l'algèbre linéaire ou l'algèbre linéaire, on traite dans des tableaux de nombres. L'informatique, elle va faire traiter des nombres, mais elle va traiter tout. Donc le cas général, c'est l'informatique. Le cas général, c'est l'informatique. C'est de mettre dans des tableaux de donner tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Des dessins, des images, enfin des images, bien sûr, ça reste des bits informatiques, hein, ça reste des bits informatiques, même si l'utilisateur voit ça comme une image, bon, ce sont des données informatiques, hein, c'est-à-dire ce sont des bits. Hein. Voilà, c'est tout un ensemble de, voilà, de nombres binaires. Oui, ce sont des nombres binaires, mais que je veux dire, par des processus de transformation, on le voit en image. C'est vrai que ce sont quand même malgré tout des nombres binaires. Hein. C'est toujours des nombres binaires. Des nombres binaires, mais qui apparaissent à l'utilisateur en tant qu'image. Pour lui, pour l'utilisateur final, il ne voit pas des nombres binaires. Voilà, il voit une image. Donc lui, il peut stocker des images dans un tableau. C'est vrai que quelque part, ce n'est que des nombres binaires. Hein. Que ce soit des images, des fichiers ou tout ce qu'on veut, ce sont des nombres binaires. Voilà, parce que l'informatique gère que des nombres binaires. Donc voilà, et ce sont des données. Parce que une fois qu'on sait stocker, je veux dire, un bit, et un bit représente un caractère ou un point, voilà, si on sait modéliser un point ou, ou un caractère, eh ben, ça y est, c'est parti. Hein. Parce que si on a un caractère, on sait faire un mot. Si on sait modéliser avec des bits un caractère, on sait modéliser un mot. Et si on sait modéliser un mot avec des bits, on sait modéliser une phrase. Si on sait modéliser une phrase, on sait modéliser un texte. Voilà, c'est comme l'être humain, il apprend la lettre, d'abord les lettres de l'alphabet, ensuite les mots, quelques mots, ensuite les phrases, ensuite du texte. Et donc l'informatique va gérer du texte grâce bien sûr bien sûr aux nombres binaires qui sont cachés dans les tableaux informatiques. Dans les mémoires informatiques, ce sont des nombres binaires. Mais une fois qu'on a su modéliser la lettre, ben on est parti pour le mot, la phrase et le texte. Il en est de même pour le dessin. Dès le moment où on a modélisé un point par voilà, des valeurs numériques, donc dans les tableaux, c'est toujours des valeurs numériques, quel que soit si c'est un point, une image, une lettre. Voilà. Et si on sait faire un point, on sait faire un ensemble de points. Et si on sait faire un ensemble de points, on sait faire une image. Et bien sûr, les images maintenant sont devenues hyper complexes, hein, parce que bon, vous allez voir en photographie, bon, tous les effets qu'on peut avoir au niveau d'une image, bon, il faut prendre en compte tous ces effets-là. Et donc, vous voyez que l'informatique est devenue quelque chose de très complexe. Hein. De la base qu'elle était au départ à faire quelques petites tâches, bon, les tâches sont arrivées à un point tel que, je veux dire, bon, un point tel que, voilà, c'est devenu un traitement de l'information immense. Hein. Immense, hein, avec des tâches qui peut... Voilà, tout ça pour vous dire que c'est l'informatique qui a profité, je veux dire, du système de matrissage. Parce que lui, au travers, bien sûr, ce sont des tableaux de valeurs numériques, oui, mais malgré tout, l'utilisateur final, lui, ne voit pas de numérique, il voit une image. Quand il stocke une image, lui, il voit qu'il a stocké une image. Pour lui, l'unité, c'est pas le pixel ou quoi, ou qu'est-ce, bien que l'image est composée de pixels ou quoi, mais pour lui, il a stocké une photo, il a stocké une image, il a stocké, je veux dire, un document texte. Voilà, il a écrit du texte. Lui, pour lui, il ne voit pas des pixels. Il voit pour l'utilisateur final, il voit il recherche après un document qu'il a écrit. Il va rechercher un document qu'il a écrit. Il va pas rechercher, il s'en fout qu'il y a des pixels derrière. Bon, ça c'est pour plutôt les informaticiens. Et encore, les informaticiens, ils ne sont pas au très très bas niveau. Hein. Plus bas niveau, c'est les anciens langages de programmation où ils codaient directement en binaire. Bon, ce n'est plus le cas. Puis après, au-dessus, après, le langage de programmation au-dessus, c'était l'assembleur. Hein. Voilà. Il y en a quand ils programmaient, ils voyaient que de 0 et 1. Hein. Voilà, les premiers programmeurs, ils ne voyaient que des 0 et des 1. Après, les programmeurs, après, ils voyaient le langage d'assemblage. Le langage d'assemblage, on voyait déjà des instructions apparaître. Hein. Hein, des loops, c'est déjà une instruction. Loop ou jump ou add ou move ou ce que vous voulez comme instruction en assembleur. Mais je veux dire, voilà, vous comprendrez que tous ces ensembles sont déjà des macros instructions. Hein. Parce que le loop, derrière ça, il y a déjà du codage de fait. Derrière le add ou le subtract ou add d'additionner ou de multiplication sont déjà des macros instructions, puisqu'il y a déjà une programmation derrière. Il suffit de prendre que
voilà, le add, le prendre et l'utiliser. Alors que le add derrière, il y a déjà mettre les paramètres bien sûr du add. Hein. Quels sont quand je dis add, c'est additionner quoi avec quoi. C'est-à-dire qu'il faut mettre les paramètres de quoi avec quoi il va additionner. C'est-à-dire entrer et bien sûr où le stocker. Parce qu'en assembleur, il faut savoir où on stocke les données traitées. Hein, il faut savoir les registres. Il faut connaître les registres. Hein, voilà. Quand on fait de l'assembleur, on doit savoir où on va stocker les données. Et comme il existe différents registres, il faut savoir dans quel registre on a mis, je veux dire, voilà. Tout ça pour vous dire que les premiers informaticiens, ils codaient voilà, en nombre binaire. Ensuite est venu les premiers langages d'assemblage. Et puis est venu les langages de plus haut niveau. Langage de plus haut niveau, hein, tels que le Pascal, Turbo Pascal, voilà, puis par après, il y a eu le C de Unix, le C de ci, le C de là, il y a eu plein de C, des C standards, des C non standards, le C de Microsoft, etc. etc. Et puis il y a eu toute la panoplie de langages de programmation. Maintenant, on peut même inventer son propre langage de programmation si on veut, en créant des macros d'instruction. Ça, c'est pas un problème. Voilà, mais là n'est pas la question. Ça veut dire que l'informatique a profité je veux dire justement de ça, de mettre dans des tableaux tout et n'importe quoi. Donc ici, je peux mettre tout et n'importe quoi. Contrairement à l'algèbre binaire où là, je suis obligé de mettre des nombres. C'est ça que je veux dire. J'ai fait une bifurcation pour vous expliquer ça en fait. Voilà, donc ici, je peux mettre tout et n'importe quoi comme en informatique. J'aurais pu mettre des voitures, voilà. Voilà. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, la correspondance renversée, c'est normal que j'ai une diagonale. Parce que ça correspond tout simplement à une matrice où je vais faire tout simplement une transposition. Voilà, la correspondance renversée est juste une transposition. Voilà, et tout élément qui se trouve dans la diagonale va rester dans la diagonale. Et tout élément qui est en dehors de la diagonale va être transposé, c'est-à-dire l'élément AIJ, où je rappelle que I étant la ligne, et J la colonne, hein, eh bien va devenir la JM ligne et la IM colonne. Donc on va avoir une espèce de symétrie. Fatalement, on va avoir une symétrie d'office puisque c'est une transposition. Alors maintenant, ce qu'il faut juste savoir, c'est que maintenant, ici, j'ai pris un tableau carré. Hein. J'ai pris un tableau carré. Vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 éléments. 1, 2, 3, 4 éléments. 4 et 4. Bon, j'aurais pu avoir un tableau rectangulaire. Je ne suis pas obligé d'avoir 4 et 4. Je peux avoir 5 et 4, 6 et 2, 7 et 3, 3 et 7. Pourquoi pas? Voilà, pour E vers F. Donc, si vous avez de 2 vers 7, ben, de E vers F, vous avez deux éléments et là 7 éléments. Si je vais de F vers E, ben, j'aurai 2 éléments là et 7, puisque j'ai une transposition. Voilà. Mais si j'ai 2 et 7, là, vous allez avoir des rectangles. Hein. Ici, j'ai un carré, parce que j'ai 4 et 4. J'ai un carré, donc j'ai une belle diagonale. Voilà. Et maintenant, si vous avez un rectangle, vous avez votre diagonale. Hein. Il n'y a pas de problème. La diagonale est toujours là. Voilà. Je peux faire une diagonale, je peux vous montrer comment ça va. Allez, supposons que j'ai ceci en plus. Je vais rajouter ceci en plus. Voilà. Ma diagonale, bon, ça c'est la première. Je vais un petit peu retirer ceci. Je vais parler en termes de matrice pour bien comprendre la correspondance renversée. Où va se trouver les éléments qui ne vont pas changer. Le A11 va rester A11. A22 va rester A22. A33 va rester A33. Et A44 va rester A44. Voilà. Par contre, si j'en ai un ici, oui, A54 va devenir A45. Voilà. Celui-ci va se transposer, il va se retrouver ici. Là, si j'en ai une, je vais essayer de le faire. Donc ici, supposons que j'ai un élément, 2, 3, 4. J'ai 4 éléments. Je vais faire qu'avec 3. Hein. 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, j'ai une 4 x 3. 4 x 3. Voilà, 4 x 3. Et elle va devenir une 3 x 4.
Voilà. Par contre, ici, 4-3, ici, je n'ai pas ça. Voilà. Si je ceci, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc voilà la matrice de départ, 1, 2, 3, 4, et je transpose, je fais une correspondance renversée. L'élément qui est ici, en 1, 1, va se retrouver ici. L'élément A2, 2, ici, va se retrouver en ici. Et l'élément A3, 3, ici, va se trouver ici. Voilà. Et tout cela, ils ne changeront pas. Ceux-là ne changeront pas. A1, 1, A2, 2, A3, 3, ils ne changeront pas. Si j'ai une croix ici, elle va rester là. Si j'ai une croix là, elle va rester là. Et si j'ai une croix là, elle va rester là. Maintenant, si j'ai A, 2, 1, si j'ai une croix ici, ici je parle pour un rectangle, parce que pour un carré, c'est évident, hein, le symétrique, voilà, la diagonale, elle est, je veux dire, perceptible pour un carré. Bon, il n'y a pas de problème. C'est ici pour le rectangle, où là, il y a juste quelque chose, je veux dire, à tenir en compte. Parce qu'on a un décalage ici. On voit qu'on a un décalage, hein, ici, qui va se retrouver là. Bon, supposons que je prenne cet élément-là. A2, A2, 1. Mais ça va venir A1, 2. Il va être là. A2, 1 va devenir A1, 2. Il va être ici. Voilà. Voilà. Si je prends l'élément A3, 2. A3, 2 va devenir A2, 3. A2, 3. A2, 3. Il est ici. Donc, celui qui est ici, celui qui était là, il va se retrouver là. Celui qui était là va se retrouver ici. Voilà. Donc on peut parler, c'est vrai, de diagonale pure pour un cas, hein, une matrice rectangulaire, parce qu'ici, carré. De diagonale pure, une symétrie pure, quand on aura une bisectrice, une belle bisectrice pour un, voilà, un carré. Une symétrie par rapport à la bisectrice, par rapport à un carré, parce que c'est vrai qu'ici, par rapport à un rectangle, voilà, déjà, la structure n'est plus la même. Hein. On peut parler, je veux dire, de très belle symétrie. Voilà, pour un rectangle, oui, A1, 2, on va dire que pour un rectangle, c'est juste une transposition matricielle. Hein. On se retrouver transposé. Mais si j'avais un tableau carré, là, à ce moment-là, j'ai une belle bisectrice, j'ai une belle symétrie, et tout ce qui va rester sur la diagonale de la matrice carrée va rester là-bas. Par contre, ici, on a des décalages. Hein. Quand on a des rectangles, vous voyez, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3 devient 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. Donc, voilà, le A1, 1 va rester, le A2, 2 va rester, et A3, 3 va rester. Vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe là, j'ai des, je veux dire, des cases en dessous d'une pseudo-diagonale. Alors que là, j'ai pas de cases, et là, j'ai des cases en dessous d'une pseudo-diagonale. Donc j'ai un décalage, je vais avoir un petit décalage. Donc je peux pas parler de symétrie parfaite, je veux dire, pour les rectangles. Hein. Enfin, parce que la transposition rectangulaire comme ça et la transposition rectangulaire comme ceci, je veux dire, va poser, je veux dire, bon, celui-ci, il peut encore aller là, hein, il peut encore aller là, oui. Celui qui est là-bas, normalement, devrait aller, ça c'est 3, 3, 1, devrait aller en 1, 3 ici. Donc celui qui est ici devrait aller en ici. 1, 3, 1, 1, 3. Ouais, il devrait aller ici. Voilà, ici. Mais c'est pas une, voilà, on peut pas parler de parfaite symétrie. Voilà, c'est pas une parfaite symétrie. Parce que tout est décalé. On risque d'avoir un tableau plus long comme ceci que long comme ceci. On parlera pas de diagonale. Hein.
Ouais, donc en fait la diagonale, on parlera de diagonale uniquement pour un carré. Un bon carré à ce moment-là, là on a un bon carré, on symétrise par rapport à la diagonale si on a un carré. Voilà. Mais si on a un rectangle, on parlera plus de transposition. Bien que sur un carré, c'est une transposition ici. Mais sur un rectangle, on pourra plus parler de belle diagonale. Et donc, fatalement, de symétrie parfaite. Donc, ce qu'on va faire, c'est de parler de transposition. On fait une transposition matricielle. Voilà. Et donc, la correspondance renversée euh, sera une transposition matricielle de la correspondance du graphe C. Voilà, parce que si je vais m'apercevoir qu'on ne sait pas avoir de parfaite symétrie comme le carré. On ne sait pas avoir une parfaite symétrie comme le carré. Voilà. Voilà, et donc comme je vous dis ici, les intitulés de colonne ou de ligne, peu importe, on s'en fout, c'est du quantitatif ou du qualitatif. Je peux avoir des valeurs comme je peux avoir des dessins ou des photos ou ce que vous voulez. Hein. La relation, quand on a une correspondance, la correspondance, elle met en relation tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est juste une observation. Par le fait d'une observation, on regarde s'il existe une relation. Là, si c'est des relations entre fleurs, je veux dessiner des fleurs, entre animaux, je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des nombres. Hein. C'est pas nécessaire d'avoir des nombres. Une relation, quand elle existe, dans la nature, on peut observer la nature et regarder toutes les types de relations qu'on a. Celles créées par l'être humain, par exemple. L'être humain a créé des relations lui-même. Voilà. Par exemple, je regarde des habitations. Pourquoi les habitations sont tout en bleu? Pourquoi certains on met de la couleur bleue? Pourquoi certains on met de la couleur rouge? Pourquoi certains on met de la couleur verte? Voilà. Il y a une relation. C'est que l'être humain, il est logique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que, pour la beauté du paysage, il va faire en sorte que toutes les couleurs soient les mêmes. S'il y a du bleu, il va faire en sorte. Et d'ailleurs, l'urbanisme tient compte de ça. L'urbanisme tient compte de ça. Hein, pour avoir, je veux dire, certaine structure, une certaine beauté. Et la beauté tient un petit peu de la logique de ceux qui veulent une certaine beauté. Et donc à ce moment-là, il y a des lois qui vont décider de pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi. Pour avoir une harmonie, si vous voulez, une harmonie, et ne pas avoir, je veux dire, un urbanisme hideux. Donc pour avoir un bon urbanisme, on va répondre à une logique de beauté. Donc voilà, par exemple, si on a 10 appartements, ben, on va les mettre tous les 10 en couleur bleue. Comme ça, on a une couleur uniforme. Bon, maintenant, je vous dis que ceux qui aiment bien ça, c'est bon, c'est les cartésiens. Hein, parce que bon, il y a des gens qui aiment bien mettre tout et n'importe quoi comme couleur. Ils aiment bien l'abstraction. Bon, voilà, ils vont taper des pots de peinture, voilà, et faire leur peinture en mettant toutes sortes de couleurs qui font des mélanges. Et bon, eux, ils n'aiment pas une harmonie toute faite. Hein. Eux, ils aiment bien, je veux dire, la cassure. Bon, ça, c'est les artistes. Hein, c'est des artistes. C'est des artistes. Mais généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Bon, en général, bon, tout le monde n'est pas artiste et tout le monde ne recherche pas une cassure. Voilà. Mais beaucoup de gens organisés, l'être cartésien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va vouloir voir une certaine forme de beauté dans la construction. Hein, la construction ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Voilà, vous voulez construire une tour, il faut, suivant des règles urbanistiques pour ne pas gâcher, pour la sécurité, pour ne pas gâcher, bien d'abord pour la sécurité, mais pour ne pas gâcher, je veux dire, voilà, l'aspect beauté d'un paysage ou d'une rue, ou je veux dire, ou d'un village. Donc on demande de construire souvent des règles définies, donc des règles logiques en rapport avec la beauté. Donc les règles d'observation sont de tout type. De tout type. Vous pouvez avoir tout type de règles d'observation. Hein. Que ce soit faites par l'être humain, au niveau de la construction, faites par l'être humain au niveau de la construction ou la conception d'objets. La conception d'objets, vous pouvez trouver des relations. Il existe des relations sur tout et n'importe quoi. Vous prenez des objets chez vous, vous pouvez trouver des relations. Ne fût-ce que le fait d'organiser, je sais pas moi, votre garage. Les outillages sont organisés suivant un type de relation donnée. Je peux le faire. Je peux trouver une relation avec vos outillages. Voilà. Je rentre chez vous, je peux trouver une relation dans la cuisine. D'ailleurs, tout ce qui est dans la cuisine, ce sont des éléments de cuisine. Les fourchettes, les cuillères, etc., les casseroles, c'est des éléments de cuisine. Vous n'allez jamais mettre une voiture dans une cuisine. Hein. Quoique, bon, ça peut arriver, bon. Mais je veux dire, il existe des gens qui vont mettre une voiture dans leur cuisine. Pourquoi pas, ils vont manger dans la cuisine, ils vont même dormir dans la cuisine. Ça existe. Bon, ça existe des personnes comme ça qui dorment dans la cuisine parce qu'ils n'ont peut-être pas de place ou il y a différentes raisons à ça. Bon, ils n'ont pas un raisonnement cartésien, mais le cartésien n'a lieu que
quand il y a les conditions qui peuvent faire en sorte que vous ayez du cartésien. Parce que quelqu'un qui dort dans une cuisine, c'est qu'il y a certaines raisons qui fait que peut-être qu'il n'a pas de place dans les chambres pour dormir dans des chambres. Et voilà, tout est occupé, c'est des petites chambres, c'est occupé déjà par des personnes qui font que bon, il ne reste plus que la cuisine pour aller dormir dans la cuisine. Donc là, on sort du cartésien parce qu'il y a d'autres logiques hein, qui viennent casser la logique de base pour se redéfinir une nouvelle logique. Hein, je dors dans la cuisine parce que je n'ai plus de place dans... Voilà, ça reste du cartésien, mais je casse une structure logique qui fait en sorte que la cuisine a pour relation tous les éléments qui a trait avec la cuisine. Hein, une chambre c'est fait pour dormir, mais une cuisine c'est pas fait pour dormir. Mais il existe des gens qui vont dormir, mais ils ont leur manière cartésienne d'aller dormir dans la cuisine, leur façon de penser pour aller dormir dans la cuisine. Ils disent les chambres sont prises, je n'ai pas de place dans les chambres, il me reste plus que la cuisine, je vais dormir dans la cuisine. Ou je suis très fatigué, je suis dans la cuisine, je suis très fatigué aujourd'hui, je ne sais plus monter de haute dans les chambres, donc aujourd'hui je vais dormir dans la cuisine. Bon, et il s'installe dans la cuisine, mais il dort dans la cuisine. Bon voilà, donc il y a des raisons cartésiennes qui vont faire en sorte que, qui vont casser, je veux dire, la structure cartésienne de base pour s'établir de nouvelles relations. Donc les relations, je veux dire, elles sont de tout type et vous pouvez en trouver de tout et n'importe quoi de relations, sur tout et n'importe quoi, en observant la nature, ou en observant ce que l'être humain a créé, ou en observant l'être humain, ou en observant ce que vous voulez, ce que vous voulez. Bon, et alors, maintenant, je dirais même plus, c'est que l'observation va ramener à des déductions. L'observation va établir des relations. Même des règles de physique, hein, de chimie, peu importe, des règles. Vous savez, au travers de l'observation, le scientifique est un aide qui va faire de l'observation et qui va en tirer des relations. Et grâce aux relations, bien sûr, en tirer des déductions logiques. Et grâce à ça, ben, il a déjà l'abstraction qui est passée de l'abstraction à la conceptualisation. Voilà, il est passé de l'abstraction à la conceptualisation. Donc à partir de la relation, ben, il a déduit des relations, on a déduit des relations, et il peut commencer à établir, je veux dire, des concepts basés sur sa relation. En étudiant sa relation, il peut en tirer des concepts. Et maintenant, bien sûr, vous comprendrez que ça va même au-delà de ça, parce que quand on a observé, on a tiré les relations, on a les déductions, l'abstraction et la conceptualisation, mais à ce moment-là, on peut faire de la création. De la création. Par exemple, je vais regarder par exemple un dauphin. Je vais étudier le dauphin. Je vais faire de l'observation, je vais étudier, je vais regarder ses nageoires, etc. Hein, comment il fait pour bien pénétrer dans l'eau, hein, parce que les coefficients de pénétration dans l'air, mais aussi les coefficients de pénétration dans l'eau. Voilà, comment rentrer bien dans l'eau. On va regarder la forme comment on appelle ça, du dauphin. Comment il se met à bouger pour pouvoir, je veux dire, ne pas trop se fatiguer et pouvoir avancer. Donc on va étudier ça, ben on va essayer de faire un dauphin artificiel pour pouvoir faire la même chose que le dauphin. Et donc ça va donner à la fin de l'observation, des relations, des déductions, de l'abstraction, de l'idée, de la conceptualisation, et puis après on est parti dans la modélisation, si vous voulez, ce qu'on appelle la modélisation technologique, c'est-à-dire qu'on va tenter de faire un sous-marin. On va regarder l'oiseau, on va observer l'oiseau, on va faire un avion. On va regarder, je ne sais pas, l'être humain, on va faire un ordinateur. On va regarder l'être humain, on va en faire un robot. On va regarder, je ne sais pas moi, on peut tout observer, hein. Des guêpes. On va observer des guêpes, les guêpes ça pique. Bon, pour les personnes mal intentionnées, pour une armée secrète, ils vont faire un essaim de guêpes par milliard. Des guêpes électroniques. Si vous êtes attaqué par une guêpe, c'est pas grave, mais par des milliards de guêpes électroniques, voilà, vous ne savez pas vous défendre face à ça, à moins que vous cachez 24 heures sur 24, et pendant que les guêpes tournent autour de chez vous, pendant 24 heures sur 24, pendant des années, vous sortirez plus de chez vous. Donc ça peut être une arme. Voilà, vous pouvez observer ce que vous voulez, faire, créer de l'armement, créer des constructions,
devenir, voilà, construire des bâtisses, construire des appartements, construire des buildings, voilà, au travers de l'observation. À travers de l'observation. Ben, les premiers éléments, les premiers êtres humains vivaient dans des grottes. Hein. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils trouvaient le moindre trou pour se loger en cas de pluie ou en cas de froid, etc. En cas de danger. Ils trouvaient, je veux dire, des trous tels que par exemple des grottes. Hein, ils pouvaient se cacher aussi après dans les bois. Dans les bois, je veux dire, il a commencé à construire les premiers, à l'aide de bois, les premiers, ou de paille, ou ce que vous voulez, les premières constructions. Enfin, les premières constructions, non, mais les premières cabanes. On est parti des cabanes avant de construire des gratte-ciel. Voilà, donc comment peut-on construire, je veux dire, une cabane? Ben, on observe déjà la construction d'un nid. Pourquoi pas? J'observe un nid. Pour construire un nid, je regarde les animaux, comment ils font, ben, je regarde le nid, pourquoi pas habiter dans un nid. Bon, si ça ne marche pas, le nid, habiter dans un nid, c'est-à-dire avec de la paille, tout ça, on va faire une habitation en paille. Mais si ça ne marche pas, on va essayer avec du dur. Voilà, on va regarder avec du dur. Voilà, on va regarder par exemple une ruche, les abeilles. Les abeilles, elles habitent dans des ruches. Elles vivent dans des ruches. Les fourmis, elles vivent voilà, il y a toutes sortes de terriers. Voilà. Et on observe le terrier, on se dit, bon, bah, on peut organiser, fabriquer voilà, quelque chose qui ressemblait à une ruche. Et ça va donner un village. On donner un village, bon, avec ses habitations, etc. Voilà, on observe les fourmis, et ça peut donner des idées. Voilà, les observations, on en tire des relations, et ça donne des idées pour bien sûr, pour la construction, pour fabriquer, pour ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Par exemple, on observe l'œil. On va regarder l'être humain. Dans l'être humain, il y a beaucoup de choses. On va observer son œil, on va en faire des capteurs. Donc on va faire des caméras. On regarde les oreilles de l'être humain, ben, on va en faire des capteurs voilà, sonores, comme on peut faire des capteurs visuels. Voilà, on regarde la voix, comment la voix, ben, on va faire des haut-parleurs. On va faire des haut-parleurs. Comment sortir du son? Ben, on va faire des haut-parleurs. Bien sûr, par des mécanismes électroniques, par une gestion de signal tout autour, mais bon, je vous parle de la finalité. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que bon, pour sortir du son sur un haut-parleur, il faut déjà traiter le son. C'est un traitement de son qu'il faut faire. Voilà, il faut voilà, l'amplifier, etc., etc., le filtrer, l'amplifier, etc. Bon, ça demande, je veux dire, tout le traitement du son. Je veux dire, moi, je vous parle du haut-parleur final. Sortir un haut-parleur, on regarde une observation et on regarde le. Et après, on étudie, bien sûr, et c'est l'être humain qui va, au travers de ses calculs, je veux dire, faire en sorte de sortir un produit de qualité, un produit, comment est-ce qu'on appelle ça? Un produit de qualité et qui répondant aux normes, et répondant, je veux dire, à une fonction. Aussi complexe soit-elle, parce que l'être humain, je veux dire, peut développer des aspects aussi complexes soient-ils. D'ailleurs, on voit bien, je veux dire, avec les conceptions modernes de tous les appareils qui existent. Les relations, il y a de nombreuses relations qui existent. Si vous voulez créer un GSM, il y a tout le circuit intégré voilà, du GSM, ou si vous regardez, je veux dire, je sais pas moi, un ordinateur, la conception d'un ordinateur, ben, vous comprendrez que c'est beaucoup de relations qui existent. Hein. Il n'y a pas qu'une seule relation. Hein. Ouais, pas qu'une seule relation. Déjà, pour faire un ordinateur, il faut une alimentation. Donc, il faut créer une alimentation bien définie. Voilà. L'alimentation répond déjà, je veux dire, à beaucoup de relations. Parce qu'il y a des composants là-dedans qui sont des filtres, des filtres, euh, des filtres, des redresseurs, etc., etc., qui font que ça, ce sont déjà des relations définies à l'intérieur. Hein. Déjà des relations définies à l'intérieur. Bon, alors donc si déjà dans l'alimentation, pour fabriquer une alimentation, il y a déjà des relations, hein, on ne met pas les composants n'importe comment, parce que c'est fait suivant une structure logique électronique pour sortir des tensions bien définies. On va mettre des diodes de redressement, on mettra des capacités de filtrage avec des résistances de filtrage, capacité et résistance, voilà, pour faire des filtres. Et vous construirez, je dirais, l'alimentation. Mais ça ne suffit pas pour faire un ordinateur. C'est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Une alimentation, c'est nécessaire pour fabriquer un ordinateur, mais ça ne suffit pas.
Parce que l'ordinateur, il faut une carte mère. Carte mère avec tous ses composants. Et vous voyez qu'il existe d'innombrables relations. Bon, déjà pour un ordinateur. Et une voiture, c'est pareil, il y a d'innombrables relations. Alors les voitures, on a décomposé quand on a regardé l'être humain. L'être humain, qu'est-ce qu'il y a? Bon, les artères, il y a le système endocrinien, le système, voilà, des artères, hein, le système nerveux, le système osseux, le système digestif, le système visuel, le système auditif, le système voilà, des tissus, les systèmes de tissus, les systèmes musculaires, les systèmes voilà, urinaire, le système voilà, respiratoire, le système cardiaque, le système, bon, il y a des, voilà, tout est entremêlé dans un corps. On observe l'être humain, on en tire des relations et on en fait une voiture. Bah oui, pourquoi? Un être humain, ça marche, oui, mais une voiture, ça roule. Bon, pourquoi ça roule? Parce que la mécanique, les relations de la mécanique disent que bon, la meilleure manière de se déplacer, c'est avec du roulement et pas du glissement. Voilà, c'est avec du roulement qu'on peut se déplacer facilement, et non pas de roulement, et non pas de glissement. Ouais, il y a moins de frottement de roulement que de glissement. Voilà. Donc on va prendre, comme on sait déjà cette relation-là, on va utiliser du roulement. Alors maintenant, ce roulement-là, on va observer l'être humain, on va voir tous les systèmes que je vous ai expliqués, ben on va le faire dans la voiture. Donc la voiture, ouais, permet de rouler alors que l'être humain marche. Oui, donc déjà, c'est pas une marche, hein. On fait pas robot, on fait quelque chose qui roule. Mais dans les systèmes, ben on va faire des systèmes dans la voiture aussi. Système hydraulique pour le freinage, système électrique pour l'électricité dans la voiture, un système à essence pour la combustion du moteur, système voilà, pour l'électronique embarquée, système pour la gestion moteur, hein, système avec tous les capteurs pour la gestion moteur, et tout le tralali là, c'est toutes des relations. Des relations définies par le. Enfin, copier de l'observable. Hein. On a copié l'observable, bien sûr. On a copié, amélioré, collé. Copier, améliorer, coller. Et c'est le but justement de la création. Parce que quelqu'un qui veut créer, il ne fait pas que sortir de sa tête, c'est pas possible. Si là, on vous inculque des choses du cerveau, dans le cerveau par l'observation, mais après, c'est à vous d'aller voir dans l'observation, je veux dire, du monde extérieur. Parce que dans le monde extérieur, vous pouvez puiser de la création, je veux dire, de la nature. Déjà, c'est une source déjà immense de puisement de tout et de n'importe quoi. Et donc, à partir de là, vous pouvez vous en inspirer. Maintenant, il y a des copieurs aussi. Hein. Ils vous copient directement parce que les gens certains se sont inspirés de la nature pour faire des choses, mais eux, ils passent par un chemin facile pour aller copier voilà, par l'espionnage industriel ou n'importe quoi, par la copie tout simplement euh, de ce que l'autre être humain fait. Un être humain fait un travail, lui il va faire le même travail, soit il va le copier de la même façon, ou soit il va copier, améliorer, coller. Et donc, le copier, améliorer, coller provient de l'observation. Que ce soit, je veux dire, de l'extérieur, du monde extérieur de la nature, ou je veux dire une copie d'un être humain, par copie d'un être humain. Lui, il a fait ça, mais je veux copier la même chose que lui, pour le faire. Voilà, donc, ceci étant dit, le monde des correspondances, bon, il est immense, hein. Il est immense. Je peux établir des flèches avec ce que je veux. Ce que je veux. Donc, l'ensemble E et l'ensemble F n'allez pas entrevoir que c'est des nombres. C'est pas ça que j'ai dit. C'est immense. Là, on est bien dans le monde des correspondances. Dans le monde, voilà. Et une correspondance inversée n'est tout simplement que, je veux dire tout simplement, le chemin inverse de la correspondance de départ. C'est le chemin inverse. On a inversé les flèches. Le sens des flèches s'est renversé. Donc fatalement, vous allez retrouver une correspondance renversée qui est, je veux dire, en fait, tout ce qui est domaine va devenir image, et tout ce qui est image va devenir domaine. Tout ce qui est... voilà. Voilà, tout s'est renversé, donc fatalement... voilà, et ça, c'est une correspondance renversée. Et, on pourrait encore en parler des heures et des heures sur les correspondances. Puisqu'en fait, c'est ça qui anime le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure n'a que des liens
de correspondance. Vous pouvez trouver, c'est ce que je vous ai dit au départ, des correspondances sur tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et les mathématiques est un monde justement où on trouve beaucoup de correspondances. La science est un monde où il y a beaucoup de correspondances. Et la nature contient beaucoup de correspondances. Donc au bout du compte, la logique est beaucoup basée sur le fait qu'il existe des liens, des relations et donc des correspondances. On peut parler de logique parce qu'il existe des correspondances. S'il n'y avait pas de correspondance, justement, on ne pourrait pas parler de logique parce que bon, il n'y a rien qui tient, donc je ne peux pas faire de raisonnement logique parce qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de lien logique quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas de correspondance, quand il n'y a pas aucun lien. Je ne sais pas faire de lien logique puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein, je vais parler par exemple, quel est le lien logique entre, je ne sais pas moi, voilà, ce frotteur, et je sais pas moi, je peux trouver, et un bonbon. Quel est le lien logique entre les deux? Le seul lien logique que je peux trouver, c'est que c'est de la matière et ça c'est de la matière. Je peux toujours trouver un lien logique, mais à part ça, il n'y a pas de lien, je veux dire, pour ainsi parler, c'est de la matière, donc je peux parler en termes de chimie, que ça c'est de la matière, ça c'est de la matière. En chimie, je peux trouver une relation. En mathématiques, je peux trouver une relation, on dire que ça c'est un grand objet, ça c'est un petit objet. Voilà, mais bon, je veux dire, c'est vrai qu'on peut trouver des relations, mais, des correspondances, mais au niveau fonctionnel, ça c'est fait pour être mangé, et ça c'est fait pour au niveau fonctionnel pour frotter, je veux dire, un tableau. Donc au niveau des correspondances fonctionnelles, il n'y en a aucune. À moins que quelqu'un se mette à commencer à frotter avec le bonbon. Hein? Pourquoi pas? Là, il va utiliser son bonbon comme frotteur. Ou l'inverse, il va manger des parties de ceci. Voilà, de ceci, il va prendre ça, il va manger ça. Donc voilà, là, mais bien qu'on ne peut pas manger ça, c'est interdit de manger ça parce que c'est toxique. Ah, voilà. Et, là, vous avez trouvé une correspondance, mais c'est une correspondance qui dans la normalité, n'est pas bonne. Voilà, n'est pas bonne. Parce qu'on ne peut pas manger un frotteur, on peut pas frotter, on frotte pas ça avec ça parce que voilà, c'est pas fait pour ça. On va dire c'est pas fait pour ça. Mais maintenant, si vous n'avez pas le frotteur et qu'il vous reste un petit bonbon, mais je peux m'amuser à frotter, je veux dire, le tableau. Bon, et maintenant, on va tomber dans ce qu'on appelle la normalité. Hein. Qu'est-ce qui est une correspondance logique? Mais frotter, est-ce que frotter ce que je viens de faire ici, pourtant ça marche. Mec, ça marche. Je frotte avec un bonbon. Donc il joue le même rôle que le frotteur. Donc j'ai trouvé une relation entre le bonbon et le frotteur. Mais au niveau fonctionnel. Hein. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas fait pour ça. Bien sûr, c'est pas fait pour ça. Et en fait, là, on tombe dans la normalité. On tombe dans les statistiques. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal? Est-ce que boire un café au matin, dans les lois normales, est-ce que boire un café au matin, c'est normal? Ah oui, vous allez me dire c'est normal. C'est logique. Vous allez me dire c'est logique. Tout le monde boit un café, donc c'est normal. Ouais, mais si vous êtes tombé dans un pays où ils ne boivent pas du café au matin, mais qui boivent, je sais pas moi, les gens boivent du thé, et on ne connaît pas le café dans ce pays-là, ils boivent tout du thé, vous allez leur dire, ouais, mais tu bois du café? Oh non, le café, c'est pas normal de boire du café au matin. Mais c'est normal parce qu'ils boivent du thé. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Là, on tombe. Qu'est-ce que c'est qu'une correspondance? Je veux dire, logique. La logique va dépendre de la personne. On dépend de, voilà, qu'est-ce qu'une logique? Est-ce que la normalité fait partie d'une certaine logique? Dans un territoire, la normalité sera logique. Dans un autre territoire, la normalité ne sera pas logique. On va vous dire c'est pas logique de boire du café parce que personne n'en boit. Oui, donc là maintenant, frotter avec mon bonbon sur voilà, le tableau, c'est pas fait pour ça. Donc je veux dire, vous allez me dire, ouais, c'est pas logique de faire ça. Ben oui, c'est pas logique, mais je l'ai fait quand même. C'est pas logique pour vous parce que vous voyez la fonction
c'est pas un frotteur, donc vous vous dites, bon, moi je peux pas frotter. Pourtant, le bonbon m'a effacé le tableau. Voilà, donc je peux établir un lien, pourquoi pas. Donc les liens que vous allez faire de correspondance, c'est vous qui allez les faire en fait. Elle va pas répondre à une normalité ou quoi au casse, parce que je veux dire, c'est vous qui allez les faire. Et maintenant, si ce sont des lois mathématiques, ben, fatalement, ça doit être, on va dire, bien sûr, vous allez avoir comme des juges devant vous, vous allez trouver une loi mathématique, mais il faut que cette loi-là soit logique pour tout le monde. Aussi bien pour vous que pour tout le monde. Maintenant, si les gens n'y comprennent pas autour, bon, ça c'est leur problème. C'est que peut-être qu'elle est peut-être logique. C'est pas parce que quelqu'un a une logique par rapport à 10 personnes, ou 10 personnes vous diront non, c'est pas logique, la logique qui va se dire que c'est logique ou pas. Voilà. Une personne va se défendre par rapport à 10 personnes. Vous avez dans une classe 10 personnes qui disent que c'est pas logique, fait par un raisonnement logique d'une personne. Alors que cette personne-là a sa logique à elle. Donc on peut parler de plusieurs logiques, si vous voulez. Et maintenant, si c'est une loi mathématique, ben, il faut que la loi mathématique soit démontrée et soit prouvée, là, au travers de relations. C'est les relations qui vont dire si la relation est bonne ou pas. Au travers de bases toutes faites de propriétés qui existent déjà, on va essayer de démontrer voilà, si la personne dit vrai au niveau logique. Si ses assertions ou ses propositions, ça dépend, hein, ça peut être une proposition, une assertion, ou son énoncé tout court, hein, sa phrase toute faite, si cette phrase est vraie ou pas. Hein, si sa logique est vraie. Si sa logique est vraie par rapport à un personnel qui sont des scientifiques, hein, légèrement il y a des théories scientifiques qui sortent, mais beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ces théories scientifiques. Des scientifiques sont même, je veux dire, ne trouvent pas, sont pas d'accord avec la loi sortie par un scientifique. Alors il y a des contestations au niveau des lois, certains vont faire des démonstrations, ils vont voir que bon, ils n'arrivent pas à tomber sur la logique du gars, mais d'autres vont tomber sur des démonstrations hautes sur la logique du gars. Donc au bout du compte, on dira à la fin que ce gars-là, bon, il était le seul à dire ça, mais on a fini par, au départ, un parterre de scientifiques qui disaient, bon, puisqu'ils ne connaissaient pas les démonstrations pour y arriver, ont été, je veux dire, contre un scientifique, par exemple, qui avait sa logique à lui. Et sa logique, bon, il l'a proposée, et elle a fini par, longtemps après, par être bonne. Longtemps après, par être bonne. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle n'était pas prise en considération par des gens qui ne la considéraient pas comme logique, cette loi-là. Ils ne la considéraient pas comme logique. Alors lui, il disait qu'elle était logique, eux ils disaient, les scientifiques, qu'elle était non logique, donc c'était faux. Non logique, ça voudrait dire tout bonnement que c'est faux, hein, que la logique de la personne est fausse. Or, la logique de la personne, il a bien établi des relations existantes et voilà, qui étaient voilà, des lois naturelles, des lois physiques ou des lois de toutes sortes, des lois mathématiques ou peu importe. Et après, bon, quand certains ont commencé à démontrer et voir que certains avaient la capacité de démontrer ce que la personne disait, qu'elle était la seule à penser que ce qu'elle disait était logique, eh bien, petit à petit, le parterre a commencé à se fissurer pour se dire bon, que pour entrer dans la logique de la personne qui était la seule à percevoir la logique de sa proposition. Donc on va dire quoi? Et enfin, finalité, il y a peut-être quelqu'un qui a démontré sa logique, et maintenant, après, tout le monde suit la logique, et sa logique est devenue une loi. Une loi. Et ça a existé beaucoup de façons, des choses pareilles. Donc qu'est-ce que c'est qu'une logique? Une logique, elle peut être propre à quelqu'un. Voilà, c'est ce que je suis en train d'expliquer, peut-être propre à quelqu'un. Voilà, parce qu'il a sa propre logique, mais inacceptable pour quelqu'un d'autre, puisqu'il a sa logique. Alors, quelle est la logique, je veux dire, la meilleure? Et voilà, est-ce que c'est celle des statistiques, c'est-à-dire celle de la moyenne, qui font en sorte que c'est la logique de la moyenne qui va prendre cours? Bien, je vous ai dit que pas forcément, parce que ici, je viens de vous prendre un cas de figure où il y en avait un seul qui pensait par rapport à la moyenne différemment, et c'était le seul qui avait bon dans sa logique. Donc, la logique ne répond pas forcément à un aspect de statistique. C'est pas parce que tout le monde pense
que c'est logique, que c'est la vraie logique. C'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc tout ça, logique, bien sûr, se baser sur des relations de correspondance. Et que les correspondances, on les retrouve partout. Voilà. Là, cette fois-ci, j'efface avec mon frotteur. Je vous remercie.